Alors, bonjour à tous les élèves de 6e. Aujourd'hui, nous allons continuer évidemment à parler de cet homme qui s'appelle Ulysse. Très bien. Je vais vous poser quelques questions sur le début. J'espère que tout le monde s'y est mis. Sinon, il faut absolument commencer par le premier chapitre. Alors, eh bien, on en est où? On est dans cette histoire à la fin de la guerre de Troie. Très bien. Ce sont les qui ont gagné. Ce sont les Grecs. Et c'est qui a eu l'idée de mettre fin à la guerre par une bonne astuce, c'est Ulysse. Oui, tout à fait. Donc Ulysse décide de fabriquer un de Troie, ou le de Troie, une sorte de tour en bois, le cheval de Troie. Et ce sont les Grecs qui gagnent. Donc on est à la fin de la guerre, Ulysse et ses hommes sont donc victorieux, et on va devoir rentrer à la maison enfin, parce que la guerre de Troie a duré quand même 10 ans. Et on va donc passer au chapitre 2 et 3, c'est là le vrai début du voyage. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre de Troie? Pourquoi Ulysse a mis autant de temps à rentrer chez lui? On va essayer de comprendre ça. Je vais vous partager mon écran. Alors vous voyez, dans un premier temps, à côté de vous, vous voyez la carte que vous allez avoir d'ailleurs et que vous allez compléter au fur et à mesure pour vous essayer de vous repérer. Alors évidemment, la France, l'Italie, ce sont des notions qui n'existent pas encore à l'époque d'Homère, mais cette carte-là, dans l'ensemble, elle existe. On a quand même une vision à peu près, quoi qu'elle a un petit peu améliorée, de ce qu'on pouvait déjà commencer à percevoir. La France, vous voyez, elle est tout là-haut. Après, il y a l'Italie, la Grèce avec la petite main en bas qui est bien connue. Et là, on est sur les bords de la Turquie. Alors, ce qu'on sait au moment où on commence les aventures d'Ulysse, c'est que lui, il veut rentrer sur sa petite île là qui est sur le côté ouest de la Grèce, en haut de la main. Donc, Ithaque, que j'ai symbolisé par un cœur pour l'affection. Et puis vous avez Troie, et Troie là où ils ont été fait à la guerre, qui est en fait, voilà, les Grecs se sont déplacés en fait jusqu'en Turquie pour aller faire la guerre à Troie, et donc finalement, à vol d'oiseau, c'est quand même quelques centaines plusieurs centaines de kilomètres, mais enfin, c'est pas très loin si vous voyez jusqu'en France. Alors on se demande pourquoi il met autant de temps à revenir, et c'est ce qu'on va donc expliquer, commencer à expliquer dans les chapitres 3 et le chapitre 2 est particulièrement important pour comprendre aussi ce qui se passe. Chapitre 2. Razia chez les Cicones. Ulysse, Ulysse! Mon nom court sur toutes les lèvres, et nos navires si rapides n'attendent qu'un signal pour reprendre la mer. Des rameurs aux pilotes, pas un qui ne m'interpelle. Nous rentrons vainqueurs enfin! Puisse Athéna la divine nous guider vers Ithaque par les droites routes marines. Ce ne sont que cris de joie. Sous les bancs des rameurs s'entassent des sacs de butin. Le butin, c'est ce qu'on a ramassé. Ils ont pillé Troie, vous vous rappelez, donc ils ont plein d'or. Les hommes en cadence prennent de la vitesse. Mais oui, il faut ramer à l'époque, d'accord, hein. Donc la cadence, c'est imprimé parfois par un bruit peut-être de tambour. Prennent de la vitesse et le sillage au blanc des navires se referme derrière le sillage, se trouve dans la mer un peu comme des trous de labour. Hein. J'entends le chant des marins peinant ensemble à hisser le mât et les voiles pour prendre le vent. Le cœur battant, nous repartons vers les rivages familiers, ne sachant rien aussi peu de ceux qui nous attendent là-bas. Reconnaîtront-ils le visage? Qu'ont-ils fait, eux, pendant tout ce temps? Nos femmes nous sont-elles restées fidèles après tant d'années? Je vous rappelle qu'il y a 10 ans. Les navires s'enfuient sous les vents favorables. Mais dès que la nuit se confond avec la mer, les hommes prennent peur et s'interrogent. Qui les attendra encore sur la grève du port? Enfin, sur le port, enfin sur la... Hein, vous savez, le petit ponton, ce qu'on peut dire, sur le bord de la mer. En mer, une querelle stupide avec l'orgueilleux Ménélas, trop content d'être vengé et d'avoir plus que sa part d'or et de trophées, m'oblige à revenir vers Troie, alors que je fais route pour Ithaque avec lui. Agamemnon avait raison. J'aurais dû rester et sacrifier comme lui à Athéna des bœufs bien gras. Je vous rappelle qu'on est dans une époque où on sacrifie aux dieux dans la religion grecque antique et romaine après pour avoir des faveurs des dieux. Donc si on veut rentrer dans de bonnes conditions, on va tuer des animaux en l'honneur des dieux de manière à pouvoir attirer les bonnes grâces vers nous. Et lui, il n'a pas fait ça déjà. C'est elle qui a convaincu les dieux de nous donner la victoire, malgré la haine d'Apollon. Il soutenait, lui, le camp des Troyens, et nous envoya même la peste pour décimer nos guerriers. Aphrodite non plus ne voulait pas notre victoire.
car elle avait poussé Paris à enlever la trop belle Hélène. Alors on voit qu'il y a tout un réseau de dieux, d'ailleurs un peu une notion de destin ou de religion derrière tout ça, et que les humains s'y gagnent ou s'y perdent, et bien c'est envoyé par les dieux. Par exemple, à un moment, les Grecs sont frappés par la maladie de la peste, et c'est Apollon qui leur envoie. Et c'est Athéna qui a œuvré pour les faire gagner, pour mettre dans la tête d'Ulysse la ruse, vous comprenez? Quelle déception de revenir une fois en mer avec mes 12 navires. Donc il a 12 bateaux, Ulysse, au départ. Auprès d'Agamemnon, resté à 3. Cela différerait encore une fois notre retour. Mais bientôt les proue bleues de ces navires et celles des miens, flanc à flanc, et côté à côté, fondent les hautes vagues pour regagner la Grèce au plus vite. Nous éviterons le grand large, trop dangereux à cause des autres bateaux, ceux des marchands et des pirates, pour aller d'île en île. Ainsi, nous pourrons naviguer tout le jour et le soir, laisser les embarcations au mouillage dans la crique d'un port, ou tirer les bateaux à terre pour manger et dormir. C'est plus sûr. Donc, en fait, ils vont éviter de passer tout droit à travers la haute mer et rester sur le bord, île en espérant que ce soit plus sécurisé, qu'il y ait moins de problèmes. Les navires filent bon train, quand brusquement le vent se lève. Aussitôt, j'avertis les pilotes et les hommes d'équipage. Affalez les voiles! En un instant, je perds de vue les navires d'Agamemnon. La mer se creuse. Nous dérivons dangereusement. Le gouvernail sous la houle trop forte ne répond plus. Il risque de se rompre. Le gouvernail, c'est ce on essaie de maintenir le cap avec ça. Il faudrait regagner la terre au plus vite. Enfin, la tempête se calme, mais la flotte d'Agamemnon a disparu et mes navires affrontent seuls la mer gonflée de vagues. Tous les marins savent que les 4 vents, dont l'humeur est aussi changeante que celle des dieux, égarent les bateaux, perdent les bateaux. Ils s'en méfient. Rose vient du sud-est, Zéphyr du nord-ouest, Borée, c'est le vent du nord, et Notos celui du sud. Un jour ils sont favorables, et le lendemain ils s'emportent au loin. Pour peu qu'ils soufflent ensemble, on devient une proie facile sur la mer. À mon signal, tous les bateaux virent de bord. Mais puisque le vent nous pousse près de la cité d'Ismaros, chez les Cicones, pourquoi ne pas profiter d'un dernier pillage, même si les bateaux sont déjà chargés de butin et de captifs? Captifs, c'est les prisonniers. Après tout, les Cicones ne sont-ils pas les alliés des Troyens? Et puis, les marins veulent des femmes. Le pays des Cicones est facile à attaquer. Il est plat et l'on peut se dissimuler dans les marais, sans risque d'être à découvert. Un peu plus loin, sur la hauteur, la ville d'Isparos et le temple d'Apollon. Alors, pour vous donner un petit peu une vision, si je vous rajoute une petite forme, voilà, eh bien, vous allez voir que on va situer Ismaros à ce niveau-là. Vous voyez, par rapport à 3, qui est la grosse étoile rouge, eh bien, ils remontent un petit peu parce qu'ils veulent longer la côte et donc ils sont un petit peu en hauteur. Ils sont un peu égarés par la tempête, je vous rappelle. Alors, vous avez compris qu'ils ont un petit peu l'intention d'attaquer Isparos. Bon, alors c'est assez prétentieux sans doute à ce moment-là. Ils veulent encore autre chose, ils veulent des femmes. Bon, voilà, l'idée sur la route. Le pays des Cicones est facile à attaquer, donc. Un peu plus loin sur la hauteur, la ville d'Ismaros et le temple d'Apollon. Les Cicones tentent en vain de défendre Ismaros. Ils sont massacrés, leurs femmes enlevées loin de la ville, leurs maisons pillées. Ismaros résonne de cris et de larmes. Nous n'épargnons personne, ni les vieillards, ni les enfants, sauf le grand prêtre d'Apollon Maron, sa femme et son fils. Si je décide de lui laisser la vie sauve, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, je me souviens de Télémaque. Je me souviens de son fils. Il doit avoir le même âge que leur enfant. Maron, terrorisé, me donne en échange 7 pièces d'or finement ciselées. Un cratère en argent, donc ça c'est un vase de l'époque, massif, et 12 amphores pleines d'un vin d'eau sans mélange. Donc personne, excepté sa femme et son intendante, ne connaissait l'existence. Une boisson divine qu'il faut mélanger à 20 mesures d'eau pour que tout son arôme se développe. Alors, on ne buvait pas le vin pur à l'époque des Grecs et des Romains, on le mélangeait à de l'eau et à des herbes d'ailleurs. Quand enfin le pillage cesse, j'ordonne à tous de reprendre la mer au plus vite. Les compagnons refusent, ils veulent fêter sans attendre cette nouvelle victoire en partageant équitablement les biens amassés. Dans leur folie, ils n'offrent ni sacrifice, ni libation aux dieux. Les sacrifices, c'est des animaux, les libations, des offrandes comme de l'huile, du vin, ces choses-là. Et ils égorgent sur le sable des dunes le bétail volé, des moutons et des bœufs. Ils mangent et s'enivrent, c'est-à-dire qu'ils boivent toute la nuit en riant de façon obscène. Voilà.
Ulysse nous décrit une scène pas très reluisante où les hommes s'en donnent à cœur joie en oubliant totalement leur dieu et la religion. Et puis d'ailleurs, il nous décrit une scène de massacre quand même. Ils ont complètement tué les habitants d'Ismaros sans trop de raison, à part avoir plus de butin.